Pas de discussion politique au sein du RCD, il n'y a pas de définition de ligne, la ligne est élaborée, décidée, tout est décidé par le président ou la direction du parti. Par conséquent, démissionner du parti, ça veut dire quoi? Et reste dans les instances de l'État, du gouvernement ou de l'administration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rester d'historien et sans plus s'affirmer d'historien. Maintenant, on a honte de se dire historien. On peut même se dire révolutionnaire, on peut même dire révolution. D'ailleurs, on en a déjà vu pas mal qui brandissent le drapeau de la révolution, qu'ils étaient d'accord pour écraser complètement. Mais ils sont restés les mêmes. Et leurs habitudes sont les mêmes. D'ailleurs, le peuple ne s'y trompe pas. Le peuple qui demande sans s'arrêter l'évacuation du RCD, qui attaque les cellules historiennes. Très rapidement d'ailleurs, les incendies se sont arrêtés, les actes de vengeance qu'il a pu y avoir ont été très réduits, et on a vu le peuple confisquer les cellules et a décidé que c'était des maisons de la culture, des maisons du peuple, des maisons des travailleurs. Là aussi, c'est un exemple magnifique. Ce peuple s'est encore organisé tout seul pendant les 3 ou 4 jours où il était menacé par les sbires de Ben Ali. Il s'est organisé tout seul, et l'armée, qui n'était pas capable de tenir tout le pays, l'y a encouragé, l'y a aidé, entraînant encore plus une fraternisation entre l'armée et le peuple, donc rendant plus difficile un jeu autonome de l'armée. C'est intéressant, c'est important. Le peuple s'est créé des structures de défense des quartiers, des structures d'épuration de l'administration, d'épuration des entreprises. J'ai trouvé magnifique la mobilisation de tous ces fonctionnaires qui ont cherché à sauver les archives de leur département pour ne pas les laisser brûler, comme ça a été fait quelquefois par les anciens responsables qui ne voulaient pas qu'on en sache ce qui s'était passé. Donc il y a là-dedans, dans toutes ces formes d'organisation spontanée, dans toute cette conscience intuitive, spontanée de ce qu'il faut faire, il y a les plus grands espoirs. Je n'ai pas parlé du rôle prodigieux qu'ont joué les internautes dans cette révolution, parce que c'est tellement difficile à définir avec exactitude que j'ai peur soit de le surestimer, soit de le sous-estimer. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont joué un rôle énorme dans la diffusion des informations, dans la diffusion des images, dans la matérialisation de ce qui se faisait ou de la répression. Ils ont joué un rôle énorme. Ils ont joué un rôle énorme aussi dans la mesure où, enfants du pays, ils ne parlaient pas seulement par Facebook ou par Twitter, ils parlaient aussi à leur entourage. Ils vivaient dans des endroits et ils transmettaient à leur entourage ce qu'ils recevaient par Internet. Ils n'ont pas été une direction. Je ne sais même pas s'il y en avait vraiment là-dedans qui auraient voulu être une direction. Je crois que cette génération nous donne aussi des leçons de modestie. J'ai eu beaucoup de messages, j'ai vu beaucoup d'internautes dire « Nous ne savons rien, nous avons tout à apprendre et s'il vous plaît, ceux qui ont de l'expérience, dites-nous. » C'est extraordinaire. De mon temps, on n'aurait jamais avoué de rien savoir. Tout ça, c'est les éléments positifs d'une révolution en cours. Les éléments négatifs, c'est que cette révolution est pour le moment arrêtée. Elle est arrêtée avec, disons, l'accord de l'armée. Elle est arrêtée à un niveau où tous les reculs
sont possibles. On a l'impression que, tout en se cachant derrière une constitution qui devrait être la charte fondamentale de la nation, les gens qui nous dirigent violent la constitution à chaque minute. Ils la violent en nommant un gouvernement alors que le président n'a pas le droit de nommer, ils la violent en changeant le délai pour les élections, ils la violent en nommant une des commissions constitutives alors qu'ils n'ont aucune légitimité à nommer des gens pour proposer le changement de la Constitution. Ils la violent tous les jours. Et pourtant, il existe bon nombre d'intellectuels qui disent « c'est mieux que le chaos ». Il existe beaucoup de gens qui disent « allons par étapes, avançons petit à petit ». Alors ça c'est ma plus grande peur. C'est que, pour une fois, dans l'histoire du pays, pour une fois que les intellectuels, les gens qui ont les rôles intellectuels les plus élevés, parce que les intellectuels, ils sont maintenant très nombreux dans le pays, et pour une fois qu'il y avait la possibilité d'une véritable jonction, comment dire, ils avaient la possibilité de se noyer dans ce peuple. Les intellectuels viennent encore en donneur de leçons dire au peuple, vous êtes des idiots, vous ne savez rien, ce que vous faites mène au chaos et vous ne vous rendez pas compte, en réalité ça suffit, arrêtez la révolution, rentrez chez vous. Or, le chaos, il existait avant, mais la situation d'avant la révolution, qui est une situation de non-droit généralisé, qui est une situation de pillage des ressources du pays, de plus petits chômeurs aux plus gros entrepreneurs qui étaient rackettés ou spoliés d'une façon tout à fait arbitraire et violente. Si ça, c'était pas le chaos, qu'est-ce que c'est le chaos? La situation actuelle, au contraire, c'est une situation dans laquelle les gens se réapproprient leur outil de travail. Les journalistes prennent en main les rédactions. Les fonctionnaires s'occupent eux-mêmes de sauver ce qui, dans les institutions, permet de travailler. Les paysans, j'entendais l'autre jour à la télé un paysan dire « Je ne demande pas qu'on me fasse quoi que ce soit. Rendez-moi seulement la terre que vous m'avez prise. » Ils ne demandent pas qu'on les aide, ils ne demandent pas d'argent, ils demandent leurs droits. Uniquement leurs droits. Et ça, c'est pas le chaos. Ça, c'est la République. Ça, c'est l'égalité. Qu'il n'y ait pas, pour le moment, de direction politique qui organise tout cela dans le même sens, c'est sûr. Et ça n'empêche pas que tout cela va dans le même sens. Et que, forcément, si la révolution ne s'arrête pas, la direction politique va surgir de ce chaos, entre guillemets, et les moyens d'organisation, de gestion du pays vont se trouver. Parce que, et encore une fois, le peuple tunisien est un peuple d'une inventivité, d'une créativité, d'une culture extraordinaire. On sait que l'élite tunisienne à Tunis est déjà considérable, mais que l'élite tunisienne émigrée est 3 fois aussi nombreuse. Et ce n'est pas une élite, ce ne sont pas des gens qui ont été simplement chercher du travail comme ouvriers. Ce sont des ingénieurs, des médecins qui sont partout à des postes de responsabilité dans les pays d'accueil. Tout ce monde-là pourra être utile à la Tunisie et en faire quelque chose, si on les laisse, si les intellectuels peureux ou disons frileux ne se mettent pas en travers en leur disant bon ça va, merci, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. Voilà, c'est ma crainte la plus grande. Et force est de constater
que, mis à part le sentiment un peu de deuil que les Tunisiens ont par rapport au prix en personne, en victime qu'il a fallu payer pour toutes ces avancées, mis à part ce sentiment, je n'ai pas vu encore le peuple tunisien fêter sa victoire. Il sait, le peuple tunisien, qu'il n'a pas encore la victoire. Et je voudrais bien le voir danser dans la rue, chanter, montrer encore ce qu'il a commencé à montrer à plusieurs reprises, qu'il n'a plus de mépris de lui-même, qu'il s'aime. Je voudrais bien que ce soit le plus vite possible. Enfin, last but not least, peut-être faut-il dire, nous n'avons pas à être pressés. Les peuples font leur histoire à leur rythme qui n'est pas le rythme des intellectuels ou de l'écriture de l'histoire. Ils font des avancées. Ils peuvent faire de très belles avancées comme ici en Tunisie. Ils peuvent reculer. Mais ce qui est acquis, il est. Et tôt ou tard, ces avancées remarquables qui ont été faites, quelle que soit notre impatience, notre envie d'aller plus vite, d'éviter d'avoir encore à payer par des morts, par des souffrances nouvelles, d'arriver à une situation où chacun trouve les possibilités de s'épanouir et de faire respecter sa dignité et tous ses droits, ça ne fait rien. Il y aura peut-être des reculs, mais ça arrivera. Il faut se rappeler qu'il y a eu peut-être 70 morts pendant ces événements. Mais avant, combien y avait-il de Tunisiens qui mouraient noyés, les harags, en essayant d'aller trouver une autre vie un peu moins dure? Alors, c'est affreux de faire des comparaisons chiffrées, mais il faut bien se dire que le prix à payer n'est pas grand-chose par rapport à toutes les souffrances passées du peuple tunisien. Voilà. Sauf si tu as des questions.